On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Jean-Nicolas Boulnois, Nancy et Pape Mamadou Séné. Donc on va se présenter. On commence donc par Jean-Nicolas. Bonjour, comment vas-tu? Allô, est-ce que tu as ton micro fermé peut-être? Bonjour Jean-Nicolas. Donc le temps qu'il retrouve son micro, on va passer à... Ah, Ah, bonjour. est-ce que tu m'entends? Oui, 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 c'est Bon, parfait. excusez-moi. Voilà. Donc, est-ce que le son est correct? Vous m'entendez bien? Oui, 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 c'est parfait. Bien. Le son est super. Bon, alors donc je me présente. Je m'appelle Jean-Nicolas Boulnois. Je suis chirurgien bariatrique. Donc, je m'occupe de chirurgie de l'obésité. Je suis en France, en Normandie. Voilà, je fais de la chirurgie donc de l'obésité depuis 25 ans environ. Donc, je pourrais vous en parler un petit peu tout à l'heure si ça vous intéresse. Et donc, je m'occupe de prise en charge de l'obésité par la chirurgie. Je fais également du surpoids et des obésités plus modérées par le ballon gastrique. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci de nous partager ton temps et ton expertise. Donc, j'accueille aussi Nancy. Bonjour Nancy, comment vas-tu? Ça va très bien. Ben, bonjour à tous. Nancy Lee, nutritionniste, diététiste au Québec. Je pratique principalement en santé publique au niveau de la promotion de la santé auprès des jeunes d'âge scolaire. Au plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir avoir la vision autour de l'école, la prévention, etc. Donc, j'accueille aussi Pape Mamadou Séné. Bonjour, comment vas-tu? Oui, bonjour, ça va bien, merci. Donc moi, c'est Pape Mamadou Sen. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je suis pharmacien de formation et je termine bientôt mes études en médecine pour poursuivre en médecine interne éventuellement. L'obésité, c'est un sujet qui me tient à cœur et ça me fait plaisir aujourd'hui d'avoir plusieurs intervenants, entre autres Nancy, Jean et Dr Prévost, pour nous donner un peu leur perspective sur l'obésité. Super, merci beaucoup. Donc, on va pendant cette heure et demie pouvoir aborder plusieurs éléments majeurs concernant l'obésité. On va parler des données épidémiologiques, on va parler de tout ce qui concerne la stigmatisation, le regard que porte la population sur l'obésité. On va parler aussi des prises en charge, des complications. On va parler de la chirurgie aussi, beaucoup. Et on va, avant de commencer, prendre peut-être une minute pour rendre hommage à ce grand homme, Mitiku Belachu, qui est décédé ce mois d'avril. Donc c'est quelqu'un que Jean-Nicolas, tu connais beaucoup. Donc est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur cet homme de son œuvre? Donc je pense que le micro est fermé à chaque intervention, c'est pour ça que... Oui, voilà, je reprends mon micro. Alors, oui, j'ai connu effectivement Mitikou Belachev, que j'ai rencontré plusieurs fois à l'occasion de congrès de chirurgie. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il est décédé là tout récemment, il y a je sais pas, une semaine ou deux, à l'âge de, je crois, 78 ans. Il était originaire d'Éthiopie et il a eu un parcours de vie absolument extraordinaire parce que c'était vraiment un gamin né dans un petit village du fin fond de l'Éthiopie où il n'y avait pas de route, pas d'eau courante, voilà. Et dans son enfance, c'était un petit berger quoi, qui gardait les moutons dans son village. Et il n'a pas pu aller à l'école avant l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, il est allé à l'école, et il était brillant, et il a obtenu une bourse pour aller poursuivre ses études en Belgique, et il est devenu donc chirurgien, et ça a été un des pionniers de la chirurgie laparoscopique, et l'inventeur de l'anneau gastrique, l'anneau ajustable périgastrique, donc un des promoteurs de la chirurgie bariatrique. Et il a formé
des centaines, voire des milliers de chirurgiens dans le monde entier. Et c'est quelqu'un que j'appréciais énormément par sa gentillesse, sa générosité, sa modestie. Vraiment, vraiment c'était quelqu'un d'extraordinaire. Donc, je suis très content qu'on lui rende hommage aujourd'hui. Oui, absolument. Surtout que c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, cette modestie a permis, lorsqu'il a découvert cette technologie, de le rendre, euh, de pas le breveter, de le laisser en libre accès. C'est quand même quelque chose d'admirable. Voilà. Super. Donc, on va donc pouvoir poursuivre donc la conversation autour de l'obésité et on va aborder différents éléments. Donc, on va parler épidémiologie et ensuite on va parler sur les signes cliniques euh, et puis tous les outils diagnostiques et puis ensuite on parlera aussi de la prise en charge. Alors, Pape Mamadou, donc est-ce que tu vas guider la conversation? Oui, parfait. Donc, on peut commencer par peut-être une première question. Quelles sont les données épidémiologiques de prévalence actuelle de l'obésité? Oui, 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 c'est quelque chose qui est très prévalent actuellement dans quasiment la plupart des pays à l'échelle du monde. Mais si on regarde par exemple sur le Canada, puisque ici on a plusieurs parmi nous qui sommes au Canada, et puis Jean nous dira pour la France ce qu'il en est. Au Canada, on a quand même des données récentes de 2016 qui montrent que lorsque l'obésité qui est définie par un IMC au-dessus de 30 kg par mètre carré. Donc ça représente plus d'un quart de la population canadienne, donc 26,4%. Donc ça fait plus de 8 millions Canadiens en 2016. Et cette obésité est ensuite catégorisée selon différentes classes, puisque l'obésité est le chiffre brut d'IMC, mais ensuite on peut avoir des catégories comme la classe 1 léger quand c'est de 30 à 35, la classe 2 modérée, 35 à 40, et la classe 3 quand c'est supérieur à 40. Donc ce qui est important, c'est de voir que les IMC qui sont supérieurs à 35, c'est cette catégorie qui est la plus grimpante. Donc elle est actuellement une catégorie qui augmente beaucoup. Et on regarde depuis 1985, par exemple, cette catégorie d'IMC a augmenté de 455%. Et actuellement, environ 2 millions de Canadiens en 2016 ont un IMC qui est supérieur à 35. Donc ça, c'est les données canadiennes. Je ne sais pas si en France, Jean, c'est à peu près les mêmes portraits. Bonjour Oui, Cathy. oui, c'est à peu près comparable. Alors, globalement, on estime qu'il y a à peu près un tiers de la population mondiale qui connaît des problèmes de poids, hein. C'est absolument considérable. En France, en matière d'obésité, donc indice de masse corporelle supérieur à 30, on est peut-être un tout petit peu en dessous du Canada, puisqu'on doit être à tout petit peu moins de 20%, environ 18%. Par contre, si on prend en compte l'ensemble de la population qui a un poids en excès, donc en surpoids et obésité, c'est la moitié de la population adulte. On a environ 50% de la population adulte qui est en surpoids ou en obésité. Donc c'est quand même important, hein. Ça représente des effectifs importants, donc des ressources qui doivent mettre en place importantes. Donc on accueille Cathy qui vient d'arriver. Bonjour Cathy, comment vas-tu? Veux-tu te présenter? Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez? Parce que je Oui, suis à l'extérieur, là. oui, oui, on entend bien. On profite Très du beau bien. temps. Moi aussi, je Euh, profite du jardin. voilà. Moi, je me suis échappée en Normandie. Je suis en bord de mer, là. C'est très agréable. Euh, oui, bah, effectivement, les statistiques sont assez impressionnantes. Et puis, il faut souligner aussi euh, les- la population qui est de plus en plus jeune, qui est touchée par les problèmes de surpoids. Alors oui, pour me présenter, ben, moi je suis cardiologue
et j'exerce à Paris. Et effectivement, dans ma patientèle, la patientèle qu'on a l'occasion bien sûr de voir en pathologie cardiaque, en consultation de cardiologie, soit pour des pathologies aiguës, soit pour des pathologies chroniques, on a beaucoup de personnes en surpoids et obèses, hommes comme femmes. Et effectivement, c'est une problématique dans notre quotidien par rapport au risque cardiovasculaire qui est majoré dans cette population et, donc avec une prise en charge qui doit être appropriée. Voilà, donc moi je serai disponible pour répondre aux questions concernant les risques, les facteurs de risque cardiovasculaire liés à l'obésité, avec des facteurs qu'on connaît a priori maintenant un petit peu tous. Après, il y en a qui sont un petit peu moins connus, comme les problèmes d'apnée du sommeil, etc. Donc, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Cathy. Donc, merci pour tous ceux qui se joignent à nous. Aujourd'hui, donc, on parle d'obésité, surpoids. On va aborder différents aspects autour de la maladie. Donc, l'obésité est considérée comme une maladie qu'il convient de définir et les critères de définition varient. Chez l'adulte, on parle d'obésité à partir d'un IMC qui est le rapport du poids sur la taille au-delà de 30. Donc, ça, c'est le critère d'obésité. Et ensuite, on peut catégoriser en classe léger, modéré, sévère. Et chez les enfants, par contre, les critères de définition sont différents puisque on ne peut pas retenir le même chiffre brut d'IMC. On sait que l'enfant est en croissance. Et les courbes d'IMC, si vous regardez par exemple sur Internet, vous regardez IMC chez l'enfant, c'est des courbes qui ont une forme qui varie selon l'âge. Donc ici en pédiatrie, lorsqu'on regarde les catégories d'IMC au Canada chez les enfants, qui sont en fonction de l'âge au-dessus des seuils de 90e percentile, on va à ce moment-là parler d'obésité. Et lorsqu'on a cette analyse, on se rend compte qu'un enfant sur 3, entre 6 et 17 ans, a un surpoids ou de l'obésité. Et donc ça, c'est quelque chose qui, au Canada, a augmenté aussi depuis les années 80. Et ce qui est notable, c'est que c'est beaucoup plus important chez les garçons, adolescents garçons, que chez les adolescentes. 16% versus 3% d'obésité. Donc un tiers, c'est obésité et surpoids, c'est important. Est-ce que Nancy, on le voit dans les cours d'école? Est-ce que toi qui es dans le domaine, tu vois une différence sur les dernières années? Je ne sais pas si ça fait plus de 10 ans que tu es. Oui, en fait, c'est ça. Mais je trouve, dans les observations, oui, là, souvent, je dirais des collègues, là, ceux qui travaillent directement avec des jeunes. Moi, je suis plus au centre administratif, puis je soutiens les écoles dans le déploiement de différentes initiatives au niveau de la promotion de la santé, mais je l'entends effectivement là, à travers les intervenants. Ils disent, ah, me semble quand je regarde la cour d'école, le portrait change. Fait qu'ils sont pas capables nécessairement de le chiffrer, mais ils ont une impression effectivement là, qu'il y a une augmentation. Mais en même temps, je trouve que ce qui a beaucoup changé dans les 10 dernières années, puis je pense qu'on va en parler aussi, c'est au niveau de la stigmatisation. Autant qu'on veut en parler, on veut faire attention aussi aux jeunes pour pas non plus créer un autre problème qui est toute l'image corporelle et tout ça. Alors, je dirais, c'est l'enjeu là, auprès des jeunes. Autant on veut agir en prévention, mais comment aussi prévenir aussi tout ce qui est les enjeux en lien avec leur perception de leur image corporelle. Fait que je dirais c'est le constat, puis c'est là en ce moment là, de trouver un équilibre dans les deux. C'est un excellent point, hein. Tu fais une belle transition sur la question de stigmatisation. Et c'est vrai, parfois on ne prend pas assez le temps de poser cette question qui en consultation devrait être préliminaire. Êtes-vous à l'aise à ce qu'on discute de votre poids aujourd'hui? Parce que les patients, on les voit pour des motifs variés. Ça peut être des problèmes digestifs, des problèmes neurologiques et autres. Et pour certains, le fait de toujours revenir au poids peut être un élément frustrant. Donc il y a la stigmatisation au sein des unités de soins, mais il y a aussi la stigmatisation au sein de la société en général. Donc c'est quelque chose qui est majeur. Est-ce que, Pape Mamadou, toi qui es en formation, on vous met déjà ça dans les formations, on vous met le doigt sur comment éviter de stigmatiser?
Je dois vous avouer que c'est quelque chose auquel on met pas beaucoup d'emphase. Je vous dirais durant mes cours de médecine, on a eu un cours à prime abord sur l'obésité, mais on nous enseigne pas vraiment beaucoup comment approcher ces patients-là qui souffrent avec des problèmes d'obésité. Je pense que c'est quelque chose qui devrait peut-être être plus inclus là, dans notre formation. Euh, Justement, mais non, c'est pas, on nous enseigne pas beaucoup. C'est parfois même difficile, je vous dirais, en clinique de trouver les bons trucs, les bonnes façons d'aborder justement le problème d'obésité, comme vous le parlez d'ailleurs là, pour des patients autant qui, comme on sait que l'obésité peut avoir plusieurs répercussions sur différents systèmes, disons un patient qui vient de faire une crise du cœur, qui est obèse, c'est sûr qu'on voudra comme professionnel discuter de cet enjeu-là avec lui, mais des fois ça peut être difficile, puis il faut y aller une chose à la fois, un changement d'habitude de vie à la fois entre autres. Exact. Donc, c'est un élément majeur de pouvoir aborder l'obésité parce que le calcul de l'IMC, c'est facile. On prend une calculatrice, on a le chiffre. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on introduit la question? À quel moment? C'est un élément majeur. Est-ce que, Jean, la question de stigmatisation dans ta pratique, tu le vois aussi beaucoup? Oui, bien sûr. Et je crois que c'est quelque chose qu'on commence tout juste à mieux prendre en charge. Mais ça ne fait que commencer. Jusqu'à présent, c'est vrai que l'obésité globalement a été très, très mal considérée, aussi bien socialement que même par les médecins, l'ensemble des médecins généralistes ou spécialistes, avait effectivement une tendance à considérer les personnes ayant des problèmes de poids d'une façon, oui, stigmatisante. Et je crois que le principal facteur de cette stigmatisation, c'est finalement une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'obésité. Tout simplement parce que y a la conception, je dirais, extrêmement simpliste qui consiste à dire aux obèses il n'y a qu'à manger moins et bouger plus. Et donc à considérer que les obèses sont des personnes qui mangent trop, qui sont entre guillemets paresseuses, enfin qui n'ont pas assez d'activité. Voilà, donc je crois que c'est d'abord une mauvaise compréhension des mécanismes profonds de l'obésité. L'obésité, ça n'est pas aussi simple que de dire il suffit de manger moins et bouger plus. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et une fois qu'on a compris ça, je crois qu'on a fait un grand pas pour éviter cette stigmatisation. Puis je pense, j'aimerais ça rebondir sur ce que Jean a dit exactement. Tu sais, on a peut-être au début vu beaucoup l'obésité comme relativement simple, mais le niveau de complexité, c'est là que l'intervention est à différents niveaux. Puis au niveau des interventions en santé publique, je trouve que ça commence à être intéressant parce que je pense notamment à mon arrivée dans le milieu scolaire en tant que nutritionniste, c'était vraiment pour intervenir au niveau de l'environnement alimentaire. Fait que dans le fond, l'intervention ou la prévention à ce niveau-là, c'est aussi une approche écosystémique où il faut qu'on puisse mettre des interventions à différents niveaux. Et je pense que des joueurs, c'est pas seulement des joueurs dans le milieu médical qui a ce pouvoir-là. Je pense notamment aux villes qui construisent des villes qui facilitent, mettons, l'activité physique ou les déplacements actifs. Fait que de plus en plus, je trouve qu'on va vers ce courant-là, en tout cas du moins à mes yeux, dans la région où je travaille, où on voit que c'est l'implication de tout le monde et pas seulement à l'individu. Fait que on retire un peu ce poids-là par rapport, ça appartient seulement à l'individu, sa volonté ou qu'est-ce qu'il est capable de faire pour prendre en charge son poids, mais c'est une responsabilité collective. Tout à fait, Nancy, c'est important, collectif. Et quand tu parles justement de cette responsabilité collective, c'est chacun à son niveau, puisque on a ici actuellement une lunette médicale, mais il y a aussi toute la lunette sociale
tout ce qui concerne la vie en société, les modes d'alimentation, les modes de vêtements, etc. Cathy, je t'ai pris la parole, vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Je pensais effectivement, comme vous l'avez bien précisé, il y a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire parce que l'obésité est multifactorielle. C'est pas juste effectivement une histoire de manger trop et de bouger moins, notamment par rapport à l'aspect psychologique. Il faut bien décortiquer au départ les problèmes de comportement alimentaire ou de comportement par rapport à la place de la société, dans la société, donc de la personne en surpoids, et ensuite les conséquences psychologiques effectivement de l'obésité elle-même et des pathologies, des comorbidités que l'obésité peut entraîner. Donc c'est vrai que ce qui se met en place et qui a l'air de commencer à bien fonctionner, mais il y a encore peu de structures comme ça, c'est quand ce problème de poids et d'obésité, notamment d'obésité morbide, est pris en charge dans des structures pluridisciplinaires en fait. On a parlé de beaucoup de choses intéressantes, entre autres la prévalence, la stigmatisation, que je pense qui est un sujet très important et que comme professionnel, on apprend tranquillement, pas vite à l'intégrer dans notre pratique. Il y a quelque chose aussi que des fois on entend parler d'obésité, puis les gens ne comprennent pas nécessairement c'est quoi les complications qu'on aborde. Vous avez commencé, docteur Cathy, à parler de quelques complications cardiaques. Est-ce que vous pourrez peut-être un peu discuter des complications de l'obésité sur le cœur? Alors en fait, l'obésité est très liée à plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire et les problèmes d'alimentation effectivement qui peuvent entraîner ces problèmes, ces facteurs de risque cardiovasculaires qui eux-mêmes donc peuvent entraîner des complications cardiovasculaires. Donc les facteurs de risque principaux des personnes en surpoids sont l'excès de cholestérol, le diabète de type 2. D'ailleurs, ça sera intéressant je pense que donc après on va détailler un peu ce diabète qui à l'époque on appelait le diabète du gras, le diabète du sujet âgé et justement on a pu l'appeler comme ça puisque à cause de la prévalence de l'obésité chez des personnes de plus en plus jeunes, on peut voir déjà ces diabètes de type 2, ces problèmes d'insulinorésistance à déjà des âges très jeunes en fait. Alors donc l'excès de cholestérol, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et donc ces facteurs de risque sont très étroitement liés à un risque de faire des infarctus, donc des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, voilà, et eux-mêmes à l'origine potentiellement de complications comme de l'insuffisance cardiaque. Absolument. C'est vraiment un des facteurs majeurs de type complications pour lesquels on se préoccupe quand l'IMC augmente, parce que au-delà du simple fait de l'IMC comme valeur brute, c'est toutes ces complications qu'on veut éviter, ce que Cathy a mentionné. Et nous, comme gastro-entérologues et pathologues, on voit beaucoup de complications hépatiques, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Donc, c'est une infiltration du gras dans le foie qui peut donner une cirrhose de foie et qui sera probablement une des indications futures de transplantation dans les années qui viennent s'il n'y a pas un éveil et un sursaut de prise en charge collectif. Il y a des complications aussi de type cancer. Il y en a plusieurs qui sont associées à une obésité. Donc, le côlon en est un, le cancer qui touche à la fois les hommes et les femmes. Il y a les cancers du rein, il y a les cancers de l'œsophage,
le cancer de l'endomètre chez les femmes et le cancer de sein, surtout chez les femmes post-ménopausées. Donc c'est pour ça que toutes ces complications-là conduisent à ce que le corps médical soit un petit peu attentif, surtout quand il y a une obésité qui peut parfois n'est pas... on peut ne pas voir cela comme étant ennuyeux juste par le fait de l'IMC, mais c'est aussi ces complications-là qui font qu'on doit être vigilant. J'aimerais poursuivre un petit peu sur la question justement de toutes ces comorbidités, de toutes ces maladies qui sont dont le risque est augmenté par l'obésité. Cathy a parlé de tous les problèmes cardiovasculaires, du diabète bien entendu. On a parlé de la stéatose hépatique, mais il y a des tas d'autres, des cancers aussi, bien sûr, de multiples cancers sont beaucoup plus fréquents chez les obèses, mais il y a encore bien d'autres problèmes de santé directement liés à l'obésité, comme par exemple sur le plan gynécologique, les problèmes de stérilité ou d'infertilité, souvent liés à ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques. Il y a des problèmes neurologiques. On a parlé un petit peu des accidents vasculaires cérébraux, mais il faut savoir aussi que la maladie d'Alzheimer et la fréquence de la maladie d'Alzheimer est très nettement augmentée chez les personnes en situation d'obésité. Et puis il y a bien sûr tous les problèmes, je dirais, rhumatologiques, tous les problèmes articulaires, d'arthrose, d'arthrite. Enfin, et il faut savoir que ce n'est pas uniquement un problème mécanique au niveau des articulations porteuses qui supportent le poids du corps, comme les genoux et les hanches, mais toutes les articulations, même celles des mains, des doigts, peuvent être atteintes par de l'arthrose liée à l'obésité, parce que le mécanisme, il n'est pas uniquement mécanique, il est, je dirais, hormonal et métabolique, et on commence à mieux comprendre ces facteurs hormonaux liés à ce qu'on appelle des cytokines, des adipokines, etc., qui agissent sur les facteurs inflammatoires articulaires. Et sans oublier également l'apnée du sommeil. Bien sûr. On peut avoir aussi ça peut être d'ordre mécanique, mais également central, c'est-à-dire d'origine cérébrale. Et effectivement, ces deux mécanismes d'apnée du sommeil se voient particulièrement chez les personnes en surpoids. Puis au-delà de toutes les complications, autant cardiaques, autant gastro-intestinales qu'on peut avoir avec l'obésité, il faut dire également qu'il y a plusieurs études qui démontrent une corrélation, c'est-à-dire un lien direct entre l'obésité et la longévité. C'est sûr que les patients obèses ont plus de risques de mortalité précoce. Donc ça, c'est également à tenir en compte. Est-ce que, à votre connaissance, Dr. Jean-Chou, ou les autres qui sont sur le panel, est-ce qu'on comprend bien d'où vient l'obésité, les mécanismes sous-jacents, comment on peut expliquer que certaines personnes sont plus prédisposées à avoir de l'obésité? Est-ce qu'il y a un lien entre l'obésité et puis l'intestin, des signaux? Est-ce qu'on pourrait peut-être un peu élucider là-dessus? Oui, je peux commencer. Donc, ce qu'on sait au bout de plusieurs années de recherche, c'est que c'est quand même une interaction complexe, l'obésité. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs métaboliques, il y a des facteurs comportementaux, et puis beaucoup de facteurs environnementaux. Et ça, c'est quelque chose qui a été probablement à l'origine de la croissance majeure ces dernières années au niveau de la prévalence. Et on sait que le cerveau joue un rôle central dans cette balance qu'on appelle l'homéostasie énergétique,
puisque c'est lui qui permet le cerveau de réguler l'apport alimentaire et la dépense énergétique. Donc il y a plusieurs éléments qui sont maintenant bien décrits, le cortex préfrontal avec les fonctions cognitives qui vont contrôler les choix alimentaires, la décision de s'alimenter. Ensuite, il y a le contrôle hédonique de la prise alimentaire qui dépend des médiateurs du tissu adipeux. Et puis il y a toutes les fonctions de régulation de l'appétit avec l'hypothalamus, le système mésolimbique, le lobe frontal. Donc, tous ces neurotransmetteurs-là vont interagir. Et aussi, tout récemment, depuis les dernières années, le rôle du microbiote intestinal qui agit de façon majeure. On pourra entrer en détail un peu plus tardivement, puisqu'on sait maintenant qu'il y a certains profils de microbiotes intestinaux qui sont différents. Donc, c'est toutes les bactéries qui sont présentes dans le tube digestif qu'on appelle le microbiote. Pour faire suite au mécanisme que le docteur Jean Chou vient tout juste de parler, il y a également des formes d'obésité qui sont plus dues à des syndromes. Disons, il y a des patients qui vont souffrir de maladies endocriniennes, c'est-à-dire, quand on parle d'endocrinologie, bon, c'est la discipline qui s'intéresse à tout ce qui est hormonal et tout. Puis des fois, on sait que l'obésité peut être secondaire à un taux de métabolisme. Le métabolisme, c'est un peu comment notre système est actif. Donc, quelqu'un qui a un métabolisme qui est lent va souvent prendre plus de temps à éliminer les graisses. On peut penser à certaines maladies qui touchent la glande thyroïde, donc les gens qui font de l'hypothyroïdie. Il y a certains aussi qui vont faire des maladies plus rares, comme avec trop de cortisol, qui peuvent également être prédisposés à avoir plus d'obésité. Dans certains cas aussi, ça peut être génétique. Donc, il y a certaines maladies, certains syndromes qui sont associés aussi à plus d'obésité. Là, on peut penser entre autres au Prader-Willi. Donc, c'est plusieurs mécanismes qui rentrent en compte. Peut-être que Dr Jean pourrait compléter avec d'autres mécanismes qui lui viennent en tête. Oui, tout à fait. C'est vraiment absolument multifactoriel. Alors, on a parlé des facteurs génétiques. Alors, la maladie de Prader-Willi, ça existe, mais c'est quelque chose de très exceptionnel. Mais on sait très bien qu'il y a des facteurs génétiques qui sont plus fréquents, avec très clairement des familles d'obèses. Il y a des facteurs psychologiques, bien entendu. Je suis, moi, frappé, moi qui vois quand même beaucoup d'obèses dans ma pratique, je suis frappé par le nombre de femmes obèses qui ont été victimes dans l'enfance d'inceste, de pédophilie, de viol, etc. On ne recherche pas de façon systématique ces facteurs-là, mais je crois que c'est pas négligeable. Donc il y a des gros facteurs psychologiques, il y a des traumatismes dans l'enfance. Il y a vraiment, c'est extrêmement multifactoriel. Et je crois qu'il y a aussi des personnes qui sont un petit peu victimes de l'image sociale de la minceur et qui ont fait de multiples régimes depuis leur jeune âge pour de la minceur. Voilà. Donc, effectivement, on voit tout de suite avec tous les différents déterminants que c'est quelque chose qui reste complexe. Donc, les différents facteurs mentionnés doivent être intégrés dans la prise en charge. Nancy, tu voulais ajouter peut-être quelque chose? Ah ben j'allais dire en fait oui là tu sais c'est les déterminants sont complexes et multiples, mais sauf que parfois en formation auprès des enseignants je dis souvent aussi ben tu sais la génétique des personnes oui là ça peut changer, mais pourquoi il y a une augmentation de l'obésité? Ben je pense le facteur environnemental c'est là qui vient brasser un peu le tout, parce qu'effectivement il y a des prédispositions, il y a des hérédités peut-être historiques dans la famille et tout ça, mais sauf que qu'est-ce qui fait que ça
cette croissance, il y a encore une croissance au niveau de la prévalence et tout ça, ben, le facteur environnemental va venir, comme je dis, brasser le tout ou influencer le tout aussi. Là. Oui, il peut y avoir un effet additif, en fait, pour une même personne, entre un terrain génétique favorable à, à, à être obèse et puis les facteurs environnementaux. Il y a également les catégories socio-économiques plus défavorisées, hein, sont plus victimes, entre guillemets, de problèmes de surpoids. Donc ça, c'est aussi un élément important à considérer. C'est intéressant parce que justement, en parlant de catégories socio-économiques, il y a certains déterminants qui sont différents aussi selon le genre, selon si on est homme ou femme. Les données montrent que effectivement la différence ne serait pas la même en termes de corrélation. Donc l'homme avec une forte catégorie socio-économique aura plus une grande probabilité de surpoids que l'homme avec une faible catégorie socio-économique, ce qui va être différent chez les femmes où il y a moins cette corrélation. Donc c'est intéressant aussi de tenir compte justement de la question du genre dans les déterminants. Et puis il y a un aspect culturel, hein, où on a peut-être un peu moins maintenant, mais il n'y a pas encore si longtemps la culture d'avoir le bon bébé joufflu, c'est le bon bébé, c'est avec les grosses joues, c'est le bébé en bonne santé, et quelqu'un qui est qui est en surpoids, au sens de définition médicale du terme, et qui se met à perdre du poids pour sa santé, dans certaines cultures, on va lui demander s'il n'est pas tombé malade, s'il n'a pas eu une maladie, un cancer ou autre, parce qu'il a perdu du poids. Hein. Le fait de perdre du poids, euh, parfois, est pas forcément bien vu dans certaines cultures. Exact, tout à fait. Donc pour tous ceux qui se joignent à nous à l'instant, un petit refresh de la room. Donc on parle aujourd'hui d'obésité, on a parlé de la question épidémiologique, on a parlé des déterminants en termes de facteurs prédisposants et des facteurs environnementaux. On a parlé des outils de mesure, donc l'IMC est un outil. Il n'est pas parfait. On sait qu'il y a d'autres indicateurs comme le tour de taille. Cathy va nous redire un mot tout à l'heure sur le tour de taille. Et il y a aussi des autres indicateurs, notamment tout ce qui concerne la masse graisse mesurée par des moyens comme la dexamétrie, donc ce qu'on appelle l'ostéodensitométrie. Et c'est sûr qu'en pratique, l'IMC a la facilité d'être utilisable à large échelle. Donc on accueille Rémi. Bonjour Rémi, est-ce que tu avais une question, un commentaire? Bonjour, j'ai voulu intervenir suite à ce que disait Cathy au niveau du facteur culturel, avec notamment comment on éduque nos bébés, comment on les nourrit. Et ça m'a fait penser à ce que j'ai vécu moi personnellement en tant que bébé, du coup, même si je m'en souviens pas. Mais ma mère m'a raconté que les médecins lui avaient dit que comment dire, le lait maternel n'était pas assez nourrissant, donc il fallait donner des compliments, il fallait mettre du céréal dans le lait infantile et vraiment faire du... Il y a ma fille qui dit lait derrière du coup, comme je parle de lait. Et presque faire du gavage pour le coup. Et c'est vrai que moi, à un an, j'étais un bébé obèse, et largement obèse. Et à partir du moment où j'ai commencé à marcher, j'ai pu perdre du poids et avoir une forme un peu plus... saine. Mais effectivement, je pense qu'on a des croyances et qui sont relayées par le personnel médical qui appuie ce côté où il faut effectivement gaver nos bébés, parfois pour aussi faciliter les nuits, par exemple. Et je pense effectivement que ça joue plutôt pas mal là-dessus. Exact. Les déterminants très précoces, on parlait tout à l'heure du microbiome intestinal. On sait qu'une des choses qui constitue l'installation du microbiome, c'est l'alimentation. Et l'alimentation dans les 3 premières années de vie est déterminant
dans la façon dont ce microbiome va s'installer. D'où le rôle, par exemple, bénéfique de l'allaitement maternel qui va moduler le microbiome vers des bactéries très favorables. Et c'est quelque chose pour lequel aussi on travaille beaucoup pour ça, pour continuer à encourager l'allaitement maternel. Donc bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour, merci de m'avoir euh, euh, pouvoir parler avec vous. Je suis du côté portugais, donc j'essaie d'améliorer mon français ici pour que je puisse donner mes inputs à ce niveau-là. Donc je suis spécialiste en éducation physique et sport et en coaching aussi, donc des entraînements personnels. Et je pense en relation à ce que Nancy a dit, Rémi, la question culturelle, ou c'est Cathy, excusez-moi, je ne me rappelle plus. Et le fait aussi d'éduquer les gens à la pratique sportive, c'est très important. Et donc moi je vois ça du côté, j'ai vécu 20 ans en France et à l'école, on pratiquait beaucoup. À l'époque, j'avais de l'éducation physique 3 fois par semaine. C'était une école qui nous éduquait donc à la culture du sport et du respect du corps. Et donc maintenant, ça fait 24 ans que je suis au Portugal et j'essaie d'inculquer donc cette éducation. La trilogie d'une bonne alimentation, de l'activité physique, d'un bon repos et au milieu de tout ça, donc une bonne hydratation. Et c'est un gros travail que j'essaie de faire, mais ça part aussi de changer des mœurs culturelles. C'est pas facile, on y arrive, mais c'est aussi un challenge au niveau des agents qui travaillent aussi comme moi, donc la partie physique et mentale aussi, parce que nous, les personnes qui sont spécialistes au niveau du sport, on incide aussi sur la partie psychologique et ça peut nous aider. Et en fait, ce serait un travail complémentaire avec les médecins nutritionnistes, les médecins endocrinologistes qui puissent aussi prescrire l'activité physique, et j'en suis sûre que vous le faites, ça c'est inévitable. Mais c'est le combat que je mène aussi de mon côté au niveau culturel. Mais on y va doucement, mais on commence à évoluer dans ce sens-là. Donc c'est important de donner cette volonté aussi de bouger son corps, parce que en stimulant son corps, en activant le métabolisme, on l'accélère. Donc ça aussi, ça joue au niveau psychologique et automatiquement, ça va se voir au niveau corporel. Donc ensuite, c'est une boule de neige qui se construit et motivationnelle en même temps. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager avec vous. Je pense que Stéphanie a vraiment soulevé des points intéressants en lien avec comment on prend en charge les patients qui souffrent d'obésité. Je pense que l'activité physique, en effet, comme vous le dites, Stéphanie, a vraiment beaucoup de bienfaits, autant au niveau du poids, mais également au niveau des complications dont on a parlé tout à l'heure de l'obésité. On sait que l'exercice physique, ça diminue la tension artérielle, ça augmente la condition physique, ça prolonge l'espérance de vie. Puis, à part l'activité physique, peut-être Nancy pourrait nous parler un peu de l'impact des changements au niveau des habitudes de vie, au niveau des habitudes alimentaires sur l'obésité. Si je peux me permettre juste à rajouter une petite chose par rapport à l'activité physique. Oui, Cathy, vas-y. Oui. Ce que soulevait Stéphanie, je pense que c'était effectivement, et c'était très bien présenté à 2 niveaux en fait. C'était dans l'éducation dès le départ, avant, pour éviter des problèmes de surpoids. Donc l'éducation à bien s'alimenter et à bouger, hein, que ça soit finalement que ça rentre dans le mode de vie. Et ensuite, dans le cadre de personnes en surpoids, bien sûr, l'activité physique reste bénéfique, mais elle doit être adaptée, en fait. Et il y a d'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans tous les pays comme ça, mais en France,
il y a des préparations, des formations de préparateurs physiques adaptés à des pathologies chroniques, dont l'obésité, et pour que justement l'activité physique reste un bénéfice et sans prendre de risques particuliers. Donc cette activité physique, elle doit vraiment être adaptée aux personnes en surpoids par rapport à leurs capacités physiques, leurs objectifs également. Voilà, pour que ça reste bénéfique et sans prise de risque particulière. Très bien, Cathy, merci. Je peux juste rebondir sur Cathy. C'est exactement ça, Cathy. C'est avoir aussi la capacité de trouver un bon professionnel. Parce que il y a des bons et des mauvais partout, ça c'est clair. Mais s'il y avait donc ces protocoles avec le ministère de la Santé et des agents d'activité physique, ce serait intéressant qu'on pourrait prescrire même des bons professionnels avec qui soient premièrement revu par quelqu'un qui comprenne, donc vu ses capacités aussi de correspondre au genre de la personne. Et c'est très important cette question professionnelle, ça c'est clair. Alors en France, le sport se prescrit sur ordonnance, justement dans le cadre de pathologies chroniques et en particulier donc dans les problèmes de poids. Et donc, après, c'est effectivement, on fait appel à des préparateurs physiques en activité physique adaptée, tout à fait ce qu'on appelle la formation APA. Génial. Je vais essayer de transférer ici au Portugal cette dynamique, en fait. C'est ce que j'espère un jour. Je crois que Kadjia avait souhaité intervenir. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Très bien. Parfait. Très bien. Parce que j'ai des problèmes de réseau quelquefois. Donc déjà, merci beaucoup pour cette room. Merci à Doctapré de m'avoir invité. Donc là, moi, je voulais témoigner par rapport à ce qu'a dit Rémi, je crois, et une phrase qui a été dite soit par Pape, je sais plus. Donc en fait, moi, j'ai eu l'effet inverse. Ma mère m'a allaitée jusqu'à 9 mois. Et lorsque j'ai été voir le pédiatre, il avait constaté que j'étais en obésité, selon lui. Donc il a demandé à ma mère d'arrêter de m'allaiter. Donc ma mère, comme elle est de culture guinéenne, elle ne connaissait que le lait maternel. En fait, je ne prenais que le lait maternel de ma mère. En fait, que ça, que ça. Et donc, elle a fallu, sans lui donner de précision, ma mère, elle a fait comme elle a pu pour me nourrir. Comme j'étais une enfant qui pleurait beaucoup, elle m'a donné de la nourriture pour me calmer. En fait, moi, ce que j'ai développé, parce que je suis en surpoids, euh, ma mère, à chaque fois pour me calmer, elle me donnait de la nourriture. La nourriture, et c'est ce que j'ai gardé en tant qu'habitude. Dès que je suis en stress et que je suis pas bien, je mange pour me calmer. Donc ça, c'était la première chose. Ça, c'était pour un témoignage. Et j'ai une question pour vous. Vous avez parlé de insulino-résistance. Moi, la question que je me pose, c'est comment on sait qu'on l'est et est-ce qu'on peut le soigner? Est-ce que ça se soigne? Voilà. Merci Cathy pour ta question. Et déjà, oui, le commentaire sur les habitudes adoptées très tôt dans l'enfance, c'est un élément majeur comme on l'a mentionné. Et c'est sûr que ça fait partie des approches de relations culturelles avec l'alimentation et la compensation d'un besoin parfois peut rester comme un élément majeur plus tard. Pour la question de l'insulino-résistance, j'ai vu Jean, tu voulais répondre? Je suis pas forcément le plus compétent pour répondre à cette question, mais effectivement, l'insulino-résistance, on va dire, c'est le stade initial c'est un peu ce qu'on appelait autrefois le prédiabète, c'est-à-dire que c'est le premier stade d'une évolution vers une maladie diabétique.
et c'est effectivement extrêmement préoccupant. Donc je crois il faut vraiment prendre en charge de façon précoce les problèmes de poids pour éviter d'en arriver à des situations de diabète installées avec toutes les complications qu'il risque d'entraîner ultérieurement. En fait, ce qu'on peut expliquer, Khadija, c'est que l'insuline, c'est la seule hormone de l'organisme qui fait baisser le taux de sucre. Donc, quand on mange du sucre, on va avoir une sécrétion d'insuline pour faire baisser ce taux d'insuline. Et il y a une savante régulation entre ce qu'on mange comme sucre et cette sécrétion d'insuline. Pour comprendre le stade ultime de la pathologie en rapport avec les problèmes d'insuline, il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 qui est un diabète peut-être d'ordre génétique, peut-être auto-immun en tout cas. Ça arrive chez les enfants, adolescents, des fois très jeunes enfants. Et en fait, il y a le pancréas qui sécrète donc normalement de l'insuline ne va plus sécréter d'insuline du tout. Il n'y a plus du tout d'insuline. Donc il y a un sucre extrêmement élevé dans le sang avec des complications possibles. Et le seul traitement, c'est d'injecter l'insuline. Il y a eu un prix Nobel pour ça, de Banting et Bell, je Un crois. Canadien, un Canadien. Ah oui, super. Qui a quand même, enfin voilà, on mourait de ce type de diabète avant et depuis les injections d'insuline, on ne meurt plus du diabète de type 1. Pour ce qui est de l'insulinorésistance, en fait, quand il va y avoir une consommation excessive de sucre, alors avec, encore une fois, là, pour le coup, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, les personnes qui vont développer de l'insulinorésistance ont toujours de l'insuline, vont sécréter toujours de l'insuline, mais cette insuline va être un petit peu, comment dire, noyée, va plus avoir sa fonction première face à cet afflux massif de sucre. Bon, je simplifie. Et ce sucre, en fait, va se stocker et se transformer en gras. Et en fait, on va stocker du gras. Et finalement, les cellules graisseuses qui vont se former autour de certains organes, par exemple le foie, et bien, c'est ça qui va créer en fait de l'insulinorésistance. Nos cellules vont, dans le cas d'une insulinorésistance, les cellules ne vont plus, l'insuline ne va plus répondre à cette accumulation de sucre qui s'est stocké sous forme de gras. Et en fait, et à terme, c'est effectivement le diabète de type 2. Et donc le diabète de type 2, on le dépiste par un excès de sucre dans le sang, en faisant une prise de sang. Et avec un taux, on pourra donner les taux si vous le souhaitez. Et puis également donc en dosant le taux de sucre à jeun, et également ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, qui reflète le taux de sucre sur 3 mois. Dans une simple prise de sang, on va doser ce paramètre qui permet d'avoir un continuum finalement de glycémie sur 3 mois. Quelqu'un qui n'est pas, qui est non diabétique, entre le non diabétique et le diabétique, il y a effectivement une catégorie de personnes qu'on appelle donc en stade prédiabétique ou qui ont cette insulinorésistance, mais pas ultime jusqu'au stade de diabète. Et il y a des dosages, il y a un dosage sanguin qu'on appelle l'HOMA, H-O-M-A, c'est l'index d'insulinorésistance, et qui permet
déjà d'avoir une idée de cette insulinorésistance pour un patient ou une patiente donnée. J'espère que j'ai pas. Ah, merci beaucoup. Donc là, je pourrais poser quelques questions au médecin parce que je soupçonne parce que ma grand-mère et mon oncle, enfin ma grand-mère maternelle et donc l'oncle, le frère de ma mère, ils sont diabétiques de type 2. Pourtant, ils sont pas obèses, c'est ça qui me surprend. Mais en fait, il y a plusieurs phénotypes de diabète de type 2. Classiquement parlant, le diabétique de type 2, c'est souvent un patient qui va être obèse avec aussi l'obésité abdominale, un tour de taille élevé. Mais on peut également voir des formes de diabète de type 2 où il y a une résistance à l'insuline sans nécessairement que les patients soient obèses. On voit ça chez certaines populations plus que d'autres, entre autres plus chez les gens de l'Asie du Sud. Pour répondre à ta question, Kadia, un peu sur comment on fait pour mesurer la résistance à l'insuline, je pense que le docteur Cathy a donné beaucoup d'informations pertinentes. Il faut un peu voir l'insuline comme une hormone qui vient jouer au niveau de plusieurs organes. Entre autres, l'insuline, ça joue au niveau des muscles. Puis lorsqu'on a de l'obésité, au niveau des muscles, il y a comme beaucoup de graisse qui s'accumule au niveau des muscles, de sorte que une des actions, un des rôles de l'insuline, c'est lorsqu'on prend un apport par la bouche, par exemple du sucre, le sucre est censé être stocké dans les muscles, de sorte que lorsqu'on fait une prise de sang, le taux de sucre n'est pas élevé. Mais lorsque l'insuline n'est plus capable de faire son travail, les muscles sont infiltrés de graisse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de graisse dans les muscles. L'insuline n'est plus capable de faire son travail et donc le taux de sucre est élevé. Un des tests qu'on peut faire en clinique, c'est de donner au patient une certaine quantité de sucre, par exemple 75 grammes de glucose, puis de mesurer son taux de sucre une heure après. Puis donc voir une heure après, normalement l'insuline est censée avoir fait son travail de stocker le sucre dans les muscles, de sorte que dans le sang, il n'y en ait pas beaucoup. Mais si le taux de sucre est élevé suite à ce test-là, on peut donc suspecter une résistance à l'insuline. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça, mais lorsqu'on est diabétique, donc prouvé diabétique, diabétique de type 2, on a nécessairement un phénomène de résistance à l'insuline qui se fait. Puis, contrairement au diabétique de type 1, où là, on n'a pas d'insuline, dans le type 2, on a souvent plus d'insuline parce que le corps essaye de compenser en fabriquant encore plus d'insuline en raison du fait qu'il y a une résistance qui s'installe. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Pape Mamadou, Cathy. Donc, on avait parlé des approches de prise en charge au niveau médical. Donc, on a parlé de l'activité physique qui est majeure. On a parlé de la régulation alimentaire, les tailles de portions. Est-ce que Nancy, c'est quelque chose dans les écoles, on contrôle les tailles des portions des assiettes ou pas vraiment? Ben, en fait, avant de parler des écoles, je revenais sur la question que Papa Madou avait posée là, par rapport à la prise en charge. Là. Je vais commencer par l'approche plus individuelle parce que c'est ça, comme j'ai mentionné en entrée de jeu, moi je travaille plus au niveau populationnel, alors aux promotions de la santé. Mais si je reviens dans un accompagnement qui est vraiment individuel, c'est important de voir que c'est un accompagnement individualisé. Puis c'est ça que je déplore là, parfois dans le système public, c'est que on n'a peut-être pas suffisamment de ressources pour accompagner les personnes qui sont en obésité parce que je dis souvent cette blague-là, tu sais, quelqu'un qui a acquis certaines habitudes pendant 40 ans de leur vie, s'attendre à avoir une ou deux rencontres avec une nutritionniste puis changer le tout, c'est quasi impossible. Alors, c'est important d'avoir des séances, tu sais, je dirais surtout au début, rapprochées et en continuité. Alors, cet accompagnement-là peut prendre plusieurs mois et parfois même on parle d'années parce que j'ai déjà travaillé en consultation dans un contexte plus de gym, puis il y avait des clients en contexte de perte de poids, puis c'était pas faisable de faire juste 2 rencontres puis s'attendre à des résultats parce que c'est un problème qui est complexe puis c'est un changement. Puis je suis allée voir les nouvelles lignes directrices là, tout de même de Obésité Canada qui sont sorties au mois de vers l'automne 2020, si je me trompe pas. Et Oui. il y a vraiment une fiche sur la thérapie nutritionnelle. Puis j'aime beaucoup ce qui est écrit parce qu'en entrée de jeu,
La première consigne, là, je pense, c'est respecter les valeurs, les préférences, les objectifs individuels qui sont culturellement acceptables, abordables et durables. Je pense que dans cette courte phrase, ça démontre l'intervention nutritionnelle doit respecter tous tantôt, on a parlé beaucoup de culture. Ben, je peux pas te donner un plan. C'est ça, souvent, le monde va s'attendre à ce qu'une nutritionniste, ben, j'arrive à son bureau, elle va me donner un peu un plan, quoi faire, puis ça va être comme une prescription, là, je vais le voir comme ça. Mais malheureusement, ça ne devrait pas être comme ça, puis ça ne sera pas comme ça. Je dirais la première rencontre, là, c'est une rencontre de 60 à 90 minutes où je prends le temps de connaître la personne, du contexte dans lequel il mange, c'est quoi son historique, et là, de faire une évaluation réelle de son état nutritionnel. Et après, on va planifier quelque chose qui est adapté à cette personne. Je donne un exemple. J'avais des clients ou des patients qu'eux autres, ils travaillent tout le temps sur la route. S'attendre à ce qu'ils cuisinent, apportent leur lunch était quasi impossible. Alors, dans ce cas-là, ben, on doit faire avec les restaurants, on doit faire avec les choses. Avoir une compréhension aussi des quantités. Oui, tantôt, Dr. Free, tu l'as mentionné, là, au niveau des quantités, ce qui est quantité perçue versus réelle aussi. Hein. Ça, même quand on fait des journaux alimentaires, quand on fait des rappels, quand on demande aux personnes qu'est-ce que vous mangez, écrivez-moi un peu votre journée de type. Ben, la tendance est beaucoup de sous-estimer la quantité qu'on consomme. Alors là, c'est d'avoir des modèles. Nous, on travaille beaucoup avec des modèles d'aliments. On leur montre, ben, une portion, ça ressemble grosso modo à ça. Mais encore plus important, je pense que les portions, c'est vraiment être à l'écoute de son corps, de reconnaître les signaux de faim et de satiété. Et c'est là qu'à travers les années de vie, parfois on les perd. C'est pour ça que je trouve il y a tout le mouvement de l'alimentation intuitive qui reprend, qui prend un peu de l'ampleur parce qu'effectivement, il faut ramener à écouter notre corps. Puis ça aussi, c'est un exercice qui peut prendre du temps pour y arriver. Fait que je dirais, c'est l'approche nutritionnelle, l'accompagnement, je dirais, là, moi, je dis quelqu'un qui a un besoin à ce niveau-là, c'est pas d'hésiter d'aller consulter puis de s'attendre à ce que l'accompagnement soit plus long et pas s'attendre à une solution peut-être miracle, je vais dire ça en quelques séances. Puis, il va y avoir des embûches en cours de route parce que la vie, soit la naissance d'un enfant, changement de travail, revenus qui changent, bien, tout ça va avoir un impact. Alors, c'est un accompagnement complexe. Puis parfois, je suggère même aussi des professionnels, que ce soit des psychologues, psychothérapeutes aussi, là, parce que toute la relation avec les aliments, ça aussi, là, ça va avoir un impact majeur sur nos habitudes alimentaires. Merci beaucoup, Nancy. Pardon, Jean, je vais devoir vous laisser, malgré... j'aurais bien voulu rester, mais je ne peux pas. Excusez-moi, mais j'ai adoré votre room et j'espère vous rencontrer à nouveau pour des sujets aussi intéressants et très importants. Alors, pas de souci. Pas de souci. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. Merci. Merci. J'ai une petite question. Oui, pardon, je voulais juste rebondir un petit peu sur ce que disait Nancy, qui était très, très intéressant. Et d'abord, je voudrais vraiment dire que les lignes directrices de Obésité Canada que j'ai effectivement vues il y a quelques mois sont particulièrement bien faites concernant les aspects nutritionnels, concernant aussi justement, on en parlait au tout début, la stigmatisation et vraiment, je crois que c'est un modèle, ces lignes directrices de Obésité Canada, un modèle pour tous les pays. La deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir sur les propos de Nancy, c'est que vraiment la prise en charge par un diététicien ou nutritionniste, par un professionnel, est quelque chose d'extrêmement important parce que les personnes qui font
pseudo-régimes qu'on trouve sur Internet, qu'on trouve dans les magazines, etc. Y a beaucoup de choses qui sont une véritable catastrophe et qui aggravent les choses parce que beaucoup de mauvais régimes, trop restrictifs, des régimes dissociés, etc., vont avoir un effet sur le court terme, mais vont aggraver les problèmes d'obésité sur le long terme avec ce qu'on appelle l'effet yo-yo, avec des mécanismes qu'on comprend très bien maintenant sur le plan métabolique et aussi sur le plan psychologique. Voilà. Donc surtout, s'il y a un message à faire passer, c'est que sur le plan nutritionnel, il faut faire appel à un bon professionnel et pas à des pseudo-régimes qu'on trouve sur Internet ou dans les magazines où il y a vraiment souvent n'importe quoi et de mauvais régimes aggravent les choses. Oui, absolument. Comme Jean le mentionne, c'est vraiment un exemple typique de la médecine qu'on dit personnalisée, préventive, prédictive, parce que pour le coup, il n'y a pas one size fits all. Une seule taille ne correspond pas à tout le monde. Et dans ce guideline que j'ai d'ailleurs mis dans ma bio, si vous cliquez sur l'image, vous pouvez voir le lien et c'est gratuit. Et ce qui est intéressant dans ces lignes directrices, c'est que ça donne une approche à la fois pour les professionnels, parce qu'on est souvent les moins bien formés, comme le disait tout à l'heure Pape Mamadou, mais aussi pour les patients, parce qu'il y a aussi des éléments qui concernent justement les choses que les patients doivent faire, comment aussi s'entourer. Et ces lignes directrices reprennent l'activité physique, reprennent l'alimentation et reprennent aussi une dimension qu'on peut aborder, donc la dimension qui concerne l'approche psychologique, tout ce qui est soutien psychologique, c'est déterminant majeur dans l'évolution, c'est quelque chose de très important. On va en parler d'autant plus que pour la chirurgie bariatrique, qui sera le 4e chapitre de cette discussion, c'est quelque chose qui est aussi fondamental, cette évaluation psychologique. Donc, est-ce que Pape Mamadou, tu veux réagir sur l'approche psychologique? En fait, bon, mais c'est sûr qu'actuellement, bon, là, on a parlé beaucoup de l'activité physique, puis on a parlé également de l'alimentation qui est très importante pour traiter l'obésité. Euh, je vous dirais également un autre aspect, comme le docteur Jean Chou vient de discuter un peu, c'est tout l'aspect psychologique. Puis il y a beaucoup d'approches psychothérapeutiques qui ont été mis de l'avant là, pour aider les patients qui souffrent d'obésité, entre autres pour les aider à modifier leur comportement, avoir des objectifs réalistes pour ce qui a trait à la nutrition, les aliments à éviter, etc. Il y a également même des thérapies cognitives qu'on peut avoir avec des psychothérapeutes où ils peuvent nous accompagner pour nous donner des trucs pour modifier notre alimentation puis aussi augmenter notre activité physique. Puis d'ailleurs, dans les lignes directrices d'obésité qui viennent de sortir, ils les mettent clairement dans les recommandations, chose qu'on voyait peut-être moins au niveau des dernières années. Ça démontre également que l'aspect psychologique a un grand rôle à jouer pour la perte de poids. D'où l'importance, comme Dr Jean le disait, là, d'être accompagné par un professionnel de la santé qui permettra là, d'avoir des objectifs réalistes selon l'individu qui se trouve devant nous. Merci. Donc, J'ai une Cathy, petite vas-y question Cathy, oui. par rapport à ce qu'a dit Nancy tout à l'heure, qui était vraiment source d'énormément de renseignements. C'était vraiment très bien décrit. Merci beaucoup, Nancy, sur effectivement le fait de dire que c'est un travail de longue haleine. C'est une collaboration étroite entre le soignant et puis et la personne en surpoids avec une prise en charge personnalisée. Et en fait, je me posais la question, est-ce que
dans ta démarche, tu donnes, vous parlez avec le patient d'un objectif de poids à perdre par rapport au poids initial, par rapport à tout ce que tu as analysé, le mode de vie, qui évidemment, tu vas pas donner les mêmes recommandations chez quelqu'un qui est tout le temps en déplacement professionnel ou, ou, ou un sportif. Enfin bon, en tout cas, c'est bien sûr personnalisé. Mais est-ce que tu donnes un objectif de perte de poids? Oui, c'est sûr que, tu sais, l'approche est différente quand il y a quelqu'un qui vient avec des problèmes de santé et en obésité. On peut pas dire que on va juste améliorer l'alimentation sans avoir d'indicateurs. Et le poids, c'en est un. Est-ce que oui, on va donner un objectif, mais est-ce que c'est un objectif, mais il faut que ça soit un objectif réalisable au niveau de ce poids-là. Puis il faut non plus que ça soit pas excessif parce que aussi, si on part trop rapidement, ça peut avoir un impact sur la santé. Je pense que là, j'ai pas la donnée exacte, là, mais je pense à peu près au plus 2% là, par semaine, si je me trompe pas. Alors, faut voir ça. Puis l'objectif, ben, c'est sûr de ramener un IMC qui est dans la norme, là, qui respecte les chiffres visés. Mais en même temps, ça peut être gros pour quelqu'un. Ça peut être énorme. Alors, j'aime mieux le fractionner en petits objectifs et de l'amener fois en fois. Puis, ça va dépendre c'est qui aussi, parce que la femme, normalement, avec la fluctuation là, des hormones et les règles et tout ça, ben, le poids va fluctuer. Fait que ça, j'essaie de le mettre en entrée de jeu. C'est normal qu'on soit pas en descente continue. Ça se peut qu'on va frapper des plateaux. Ça se peut. Il y a plein de raisons. Ne serait-ce que l'hydratation va avoir un impact direct sur le poids. Alors, moi, je recommande jamais de se peser de façon quotidienne parce que ça va juste, moi, je trouve, donner une charge mentale qui va être pas agréable. Alors, tu sais, on va le faire soit hebdomadaire, mensuel même. Je suis même confortable avec ça. Alors oui, on se donne des objectifs poids, mais il ne faut pas non plus que ça soit le seul visé de tout ça, parce que ça peut prendre du temps avant de se rendre là. Mais oui, là, si c'est quelqu'un qui a une problématique de poids, en plus des problématiques de santé, c'est sûr que oui, c'est une visée, parce que je pense que même un 10% de perte, ben, ça a des impacts très positifs là, sur les autres conditions. Alors oui, mais ça va être un objectif aussi personnalisé. C'est ça. Déjà, dans les données des études, ils démontrent qu'à partir de 5 voire 7%, on commence à avoir des bénéfices sur les effets métaboliques du surpoids à l'obésité. Donc, c'est des petites gains, mais qui peuvent être durables. C'est surtout, comme disait Jean tout à l'heure, le yo-yo qui est à éviter. Donc on va poursuivre la conversation. On va essayer de parler des approches supplémentaires quand on a l'impression que les efforts sont maximum. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire de plus? Est-ce que des médicaments peuvent être possibles? On va parler tout à l'heure de la chirurgie. Donc je me tourne vers Pape Mamadou. Est-ce qu'on a avancé ces dernières années dans tout ce qui est pharmacothérapie de l'obésité? Oui, il y a eu beaucoup de progrès par rapport à comment. Plus le temps avance, plus on comprend mieux les mécanismes qui expliquent l'obésité, et plus on est en mesure de pouvoir, en comprenant mieux la maladie, avoir des approches thérapeutiques. Donc, ce qui est à retenir dans l'algorithme de comment on approche un patient qui souffre d'obésité, on a parlé beaucoup des habitudes de vie. Ça, je pense que c'est vraiment très nécessaire. Mais lorsqu'on est rendu à un stade où, en modifiant les habitudes de vie, en augmentant l'activité physique, on n'y arrive pas, des fois, on peut penser à aider avec des médicaments. Donc, sans nécessairement rentrer dans chaque médicament, les médicaments vont jouer à plusieurs niveaux. Il y a des médicaments qui vont jouer au niveau des intestins en diminuant l'absorption des graisses. Donc, en diminuant l'absorption des graisses, bon, il y a plus de graisses qui vont être éliminées par les selles. Donc, ça, c'est une des façons pour approcher l'obésité. Il y a certains médicaments qu'on utilise même d'ailleurs pour le diabète. On sait que
comme vous disiez tout à l'heure, docteur Jean Chaud, il y a plusieurs hormones qui jouent dans l'obésité. Il y a une hormone qui est sécrétée par les intestins qui s'appelle le GLP-1, juste pour dire ça rapidement. Mais il y a des médicaments qui vont s'assurer d'augmenter le GLP-1. En gros, le GLP-1 va jouer autant au niveau du cerveau en augmentant la sensation de satiété, puis il va également jouer au niveau des intestins en s'assurant que les intestins soient plus au ralenti pour augmenter la satiété. Donc, il y a ces médicaments-là. Il y a d'autres médicaments qui vont jouer également au niveau du cerveau en régulant un peu certaines hormones qui permettront là, en fait, de diminuer l'appétit puis augmenter la satiété. Donc, il y a eu plusieurs découvertes en termes pas de nouveaux médicaments qui ont été inventés pour nécessairement traiter l'obésité, mais des médicaments qu'on utilisait pour d'autres raisons et qui maintenant ont leur rôle à jouer pour l'obésité. Il y a à noter que c'est pas indiqué chez tout le monde. Là, c'est vraiment après avoir mis de l'emphase sur le changement des habitudes de vie. On peut venir potentialiser le tout avec certains traitements. Puis bon, c'est sûr que après les traitements pharmacologiques, il y a encore une autre ligne de traitement, la chirurgie bariatrique. Peut-être que Dr Jean pourrait un peu nous parler de la place de la chirurgie bariatrique dans la prise en charge de l'obésité. Oui, très, très volontiers. Et donc, la chirurgie bariatrique a justement permis de mieux comprendre ces mécanismes hormonaux complexes à beaucoup de patients. Après, à partir de... Peut-être, Jean, juste expliquer Oui. au public l'anneau, comment ça se faisait, juste Eh pour... bien, voilà, donc le principe de l'anneau, c'était un anneau en silicone qui est gonflable, donc qu'on mettait à la partie supérieure de l'estomac pour le resserrer, qui était relié à un petit boîtier sous-cutané qui permettait de gonfler plus ou moins l'anneau, donc de resserrer plus ou moins l'estomac. Voilà, c'est une opération qu'on a fait beaucoup à partir des années 1995 environ. Maintenant, on a d'autres techniques. Personnellement, à partir de l'année 2002-2003 environ, j'ai commencé à faire d'autres types d'interventions, comme ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie, qui consiste à retirer une partie de l'estomac pour le réduire à un tube étroit sur toute sa longueur, ou ce qu'on appelle le bypass, qui consiste à faire une dérivation entre l'estomac et l'intestin grêle. Bref, on a toute une gamme de types d'interventions qui permettent de répondre aux différentes situations. Alors, la chirurgie, ça s'adresse aux personnes qui ont une obésité importante, ce qu'on appelle une obésité morbide, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle qui est supérieur à 40 ou à 35 lorsqu'il existe ce qu'on appelle des comorbidités, donc des problèmes de santé directement liés à l'obésité, comme le diabète dont on a parlé tout à l'heure, comme l'hypertension, comme les apnées du sommeil ou d'autres problèmes de santé liés au poids. Il faut savoir aussi que on parle même maintenant plutôt de chirurgie métabolique parce que on va pouvoir faire des interventions chirurgicales comme ça pour des patients qui ont même une obésité un petit peu plus modérée, mais avec des problèmes métaboliques comme le diabète en particulier. J'aurais souligné que maintenant les recommandations internationales permettent d'envisager un traitement chirurgical du diabète chez les personnes obèses à partir d'un indice de masse corporelle à 30. Alors c'est pas forcément le cas dans tous les pays. Je dirais que les recommandations nationales ne sont pas toutes conformes aux recommandations internationales.
En France, on opère les personnes obèses, diabétiques, qu'à partir d'un indice de masse corporelle à 35, alors que dans certains pays, on les opère à partir d'un indice de masse corporelle à 30. Et qui prend la décision, Jean, avant de poursuivre dans les différents types de chirurgie? Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est une équipe qui décide de l'indication? Alors, bien sûr, c'est une prise en charge globale, pluridisciplinaire, par toute une équipe qui inclut non seulement le chirurgien, mais aussi l'endocrinologue qui s'occupe des problèmes métaboliques et hormonaux, nutritionniste, psychologue, etc. Donc c'est toute une prise en charge globale multidisciplinaire. Et puis dans le choix du type d'intervention, le patient, bien sûr, a son mot à dire, bien entendu. Le choix du patient est primordial, son implication est primordiale, mais à condition, bien entendu, que ce choix du patient soit éclairé par une information qui soit objective et pas sur comment dire, sur des on-dit ou des idées fausses glanées sur des médias sociaux, sur Internet, etc. Donc, il faut que le patient soit bien informé, bien éclairé, moyennant quoi son avis est bien entendu fondamental. Super, donc c'est quand même un processus qui a évolué, hein. On a parlé de l'anneau, donc pour tous ceux qui se joignent à nous, donc c'est la chirurgie dont on parle en ce moment. Et Jean venait de nous expliquer l'anneau, la sleeve gastrectomie, et puis il y a peut-être d'autres approches, les ballons. Est-ce que ça c'est quelque chose aussi qui se fait? Alors, donc, on parlait donc d'abord de chirurgie. Donc, les deux interventions les plus courantes au point de vue chirurgical, c'est ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie et le bypass. Il y a d'autres types d'interventions, mais enfin, ce sont les deux plus fréquentes. Et donc, ça s'adresse aux personnes qui ont une obésité importante, qu'on appelle une obésité morbide. Mais il y a également d'autres solutions pour des personnes qui ont une obésité moins importante ou un simple surpoids, comme le ballon gastrique, qui consiste à gonfler un ballon dans l'estomac, et avec les ballons de nouvelle génération, ça peut se faire sans chirurgie, sans anesthésie, sans endoscopie. On fait simplement avaler une capsule au patient avec un petit contrôle radiologique et remplir ce ballon de liquide pour qu'il atteigne, on va dire, la taille d'un pamplemousse à peu près, qui va être positionné dans l'estomac. C'est une solution intéressante pour les personnes qui ont une obésité assez modérée ou qui ne relèvent pas de la chirurgie, et qui permet des résultats très intéressants lorsqu'elles sont en échec des autres modes de prise en charge nutritionnels, psychologiques, etc. Et ça risque pas exploser dans le ventre, Jean? Non, ça n'explose pas. Alors, ces ballons de nouvelle génération, comme le ballon Ellipse, mais il y a d'autres marques, ils sont en place de façon temporaire dans l'estomac pour une durée de 4 à 6 mois. Mais c'est pas pour ça que les résultats vont être temporaires, parce que le principe de ces ballons va être comment dire, de rééduquer cette sensation de satiété qui a été souvent perdue. Beaucoup de personnes en situation de surpoids ou d'obésité n'ont plus la notion, la sensation de ce que c'est que la faim
et de ce que c'est que la satiété, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir faim, qui a souvent été perdu au fil du temps ou des régimes. Donc il va s'agir de rééduquer cette sensation de satiété et de rééduquer finalement la communication entre l'estomac et le cerveau, quoi, de façon à avoir des résultats qui puissent se maintenir sur le long terme. La plénitude gastrique, en fait, en diminuant donc la taille du contenu gastrique, on a à même portion alimentaire cette sensation de remplissage. Voilà, très exactement. Et donc, ça va permettre de rééduquer cette sensation de satiété et la communication entre l'estomac et le cerveau. Et tout ça se fait en même temps, en parallèle que la poursuite du suivi, accompagnement alimentaire, suivi, accompagnement psychologique. Bien entendu, c'est une prise en charge globale, là encore multidisciplinaire, et ça marche bien, et même très bien, mais à condition, bien entendu, que ce soit intégré dans un programme global sur le plan nutritionnel, sur le plan psychologique, sur le plan de l'activité physique et sportive, pour permettre de reprendre une bonne hygiène de vie pour pouvoir maintenir des résultats sur le long terme. Justement, on parlera tout à l'heure des résultats, mais avant d'accueillir Corinne, je vais juste dire à tous ceux qui se joignent à nous, peut-être en cours de route, que cette conversation est enregistrée, elle sera disponible en podcast. Donc la maison verte en haut, c'est le Café Santé. Vous pouvez vous abonner, suivre les différentes réunions qu'on a sur ce Clubhouse, et puis ceux qui n'ont pas pu assister aux précédents thèmes seront aussi accessibles via le podcast. Donc je vais accueillir Corinne. Bonjour Corinne. Oui, bonjour tout le monde. Alors je voulais exposer un peu mon cas, qui est un cas un petit peu, j'allais dire, atypique. C'est-à-dire que en fait, moi, mais je dis que c'est atypique, mais en fait, peut-être que c'est l'impression que j'en ai, parce que la plupart des gens ont l'impression que les gens qui sont obèses mangent beaucoup. Or, je suis pas sûre que ce soit le cas. Alors, moi, je mesure 1m72 et je pèse 85 kilos. Alors qu'il y a encore, je dirais, 10 ans, je pesais 30 kilos de moins. J'ai eu ces phases d'anorexie aussi. Mais le problème, en ce qui me concerne, tient pas tant à la nourriture. Parce que ma nourriture, j'allais dire, je sais que j'ai un régime qui n'est pas du tout équilibré, mais en calories, il est très faible. Par contre, c'est par rapport aux médicaments que je prends, qui sont des psychotropes que je dois prendre parce que j'ai un problème de paresthésie à la jambe, c'est-à-dire quand j'ai eu mon bébé, qu'on m'a fait une péridurale. Ça s'est mal passé, je me suis retrouvée paralysée de la jambe gauche. Donc depuis 20 ans, je suis obligée de prendre du Prozac ou des choses comme ça, qui sont des médicaments qui jouent sur la dépression, mais qui jouent aussi sur le nerf en tant qu'aspect neurologique, c'est-à-dire la douleur neurologique. Et ce sont donc ces médicaments qui me font grossir, même si je n'ai pas une alimentation importante, loin de là. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'avant d'avoir cette expérience, pour moi, quelqu'un qui était en surpoids, c'était quelqu'un qui était incapable de se retenir de manger, qui n'avait pas de volonté, et je me suis rendu compte qu'en définitive, il y avait beaucoup de personnes qui... bon, il y a des gens aussi comme ça, hein, faut pas se voiler la face, mais il y a aussi tout un tas de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, les hormones, la thyroïde, les médicaments, tout un tas de choses. Et c'est vrai que, bon, avec la Covid, on insiste énormément sur les problèmes de surpoids, etc., de choses comme ça. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est en Corée.
Dans les pays asiatiques, enfin en tout cas en Corée ou au Japon, ils font énormément attention à leur ligne, je dirais. Des fois en Corée un peu trop, hein, ça tourne un peu trop à l'anorexie, j'allais dire, mais en tous les cas, ils ont dans les parcs, vous avez des petits... alors en France, vous avez des petits manèges pour les enfants, mais en Corée ou au Japon, vous avez des installations pour les adultes, pour faire des squats, pour faire un certain nombre de choses. Je veux dire, le bien-être, pour eux, passe aussi bien par le cerveau que par le corps. Dans notre civilisation occidentale, le bien-être, c'est pas encore, comment dire, bon, il y a la méditation, il y a des choses comme ça, mais on n'a pas encore intégré, je pense, que effectivement un corps sain est aussi important qu'un esprit sain, entre guillemets. Voilà. Merci Corinne, merci pour ton témoignage. De rien. Donc effectivement, on en a parlé tout à l'heure, les impacts de différentes conditions de santé qui peuvent influencer sur la prise pondérale et aussi parmi ces conditions de santé, les traitements qu'on donne pour certaines conditions qui sont aussi associées. Et c'est quelque chose pour lequel justement on sait que dans les descriptions d'effets secondaires, quand on a des alternatives, on va privilégier ceux qui ont le moins d'effet sur la prise de poids. Et c'est sûr que ton point sur les changements comportementaux, l'environnement, c'est majeur. La mise sur pied d'un regard par rapport au poids permet aussi pour les personnes d'avoir cette bonne image de soi. Et c'est quelque chose... Parce qu'on joue sur un fil assez délicat, parce que le versant inverse, c'est d'avoir une population qui va beaucoup valoriser la maigreur et qui va donner aussi finalement quelque chose qui peut être dangereux. Jean, tu voulais réagir? Oui, tout à fait. Je voulais réagir au propos de Corinne qui était vraiment très, très intéressant parce qu'elle a soulevé plusieurs points très, très importants. D'abord, c'est je pense qu'on t'a perdu le réseau, Jean. Les traitements, certains traitements médicamenteux sont effectivement le point de départ d'une maladie de surpoids et d'obésité. Le deuxième point très intéressant qu'elle a soulevé, c'est celui qui recoupe ce qu'on a dit au tout début concernant la stigmatisation des personnes ayant des problèmes de poids, parce que oui, il y a des personnes obèses ou en surpoids qui ne mangent pas spécialement beaucoup. L'obésité, ça n'est pas aussi simple que manger trop et pas bouger assez. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Et c'est stigmatisant pour les personnes ayant des problèmes de poids. Donc voilà, ça fait plusieurs points intéressants qu'elle a soulevés. Voilà. Merci beaucoup. Je juste dire que ces points, je les ai soulevés parce que maintenant je suis arrivée à un certain âge, c'est-à-dire j'ai aux alentours de la cinquantaine et que j'ai évolué et que à 20 ans je faisais 50 kilos pour 1m72 et que encore une fois j'étais plutôt anorexique, mais sans savoir. Mais que j'ai réussi à aussi intérioriser le fait que par rapport justement aux médicaments qui font grossir, moi, je veux dire, j'ai pas le choix. Soit je prends les médicaments et effectivement, en 20 ans, j'ai pris 35 kilos, sans changer quoi que ce soit à mon alimentation ou à ma vie.
soit je ne peux plus fonctionner normalement et je ne peux plus marcher puisque ce sont des médicaments, encore une fois, qui me permettent de soulager la douleur des membres inférieurs suite à une péridurale ratée. Mais je pense que pour les gens qui n'ont pas eu d'accident de vie, entre guillemets, c'est encore plus difficile de, 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 de voir que là, par exemple, avec le Covid, alors je sais pas quelle est la part, hein. Honnêtement, moi je suis pas suffisamment versée dans ça, mais je suis pas sûre que non plus la majorité des médecins le sachent. On stigmatise énormément les gens qui sont en surpoids par rapport au Covid-19. Bon, alors en surpoids, ou surtout pas en surpoids, mais plutôt en obésité, je dirais. Bon, je suis pas sûre que ce soit une façon extrêmement adaptée de répondre aux problèmes. D'autant plus que quand on multiplie les confinements, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que la plupart des gens soient en surpoids. Même des gens qui ont 20 ans. Moi, je connais des amis de ma fille qui sont dans un studio et de 9 mètres carrés et qui, dans la journée maintenant, ont des cours de 8h du soir à 8h de 8h du matin à 8h du soir et du coup font peut-être 30 pas dans la journée. Donc c'est facile de stigmatiser les gens, mais en même temps il faut leur donner les moyens d'avoir une hygiène de vie. Alors bon, c'est vrai qu'on peut aller à 10 km, c'est vrai que, bon, d'accord, mais il faut voir, ça dépend où on habite. Moi, j'ai la chance d'habiter effectivement à un endroit où à 10 km, j'ai pas de voiture, mais enfin bon, bref, à 10 km, je peux être rapidement dans un endroit sympa. J'habite en Provence, hein, voilà. Par contre, je pense que beaucoup de personnes à 10 km, elles sont pas forcément dans un environnement où elles ont envie de se balader, de faire des promenades ou des choses comme ça. Voilà. Exact. Oui, tout à fait. Tous les déterminants environnementaux sont majeurs et ça a été démontré dans un travail en Suisse où ils avaient montré que le lieu de vie influence la prise pondérale. Donc ça, c'est un point majeur. Donc avant de passer la parole à Di, et je pense que Nancy voulait nous dire un petit mot avant une obligation. Oui, merci, Dr. Prix. Ben, moi, je dois vous quitter, mais c'était une discussion fort agréable, là. Puis merci à tous ceux qui sont montés sur la scène et merci Pamandou, Dr. Prix, Jean, Cathy, encore à être des modérateurs avec plein de votre contribution là, à cette problématique qui est multifactorielle, qui est complexe. Je pense qu'aujourd'hui, on a décortiqué beaucoup de choses, mais il y a tellement de choses encore à découvrir à ce sujet-là. Ben, merci pour votre bienveillance aussi. C'est un sujet qui n'est pas toujours facile à traiter parce que justement, toute les stigmatisations et tout ça. Alors, je voulais partager mon appréciation avant de vous quitter pour la journée. Merci. Moi aussi, je dois vous quitter et je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous revoir bientôt. J'ai de gros problèmes de connexion. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde. C'est pour ça que... Corinne, si je peux me permettre, je voulais juste te répondre. Oui. Je pense pas que par rapport au dé, là. Oui. Et moi, vous... Est-ce que vous m'entendez, en fait? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, le réseau oui, c'est bon, oui. On t'entend. D'accord. Oui, je reste pour toi, Cathy. Oui, c'est gentil. Juste, je te disais, je pense pas que ce soit un problème de stigmatisation par rapport aux personnes en surpoids et la conduite à tenir vis-à-vis du Covid. On sait que les personnes en surpoids, des formes avec des détresses respiratoires,
démontré effectivement sont à même de faire des formes graves du Covid, notamment les hospitalisations. C'est c'est un fait. Il y a un rapport étroit entre effectivement l'obésité et le risque que tout le monde subit actuellement, c'est qu'on parle des bienfaits pour la santé pour éviter des formes graves du Covid, et finalement, et le paradoxe, d'avoir accès facilement à des structures où on peut faire du sport, notamment les salles de sport, etc. Il n'y a pas que le sport, on va dire, dans l'activité physique, il y a toute l'activité physique non sportive qu'on peut quand même continuer à pratiquer, mais c'est vrai qu'il y a ce paradoxe qui peut être vraiment source de frustration et de questionnement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, juste pour répondre, oui, quand je disais stigmatisation, c'était pas dans un sens péjoratif. Moi, quand je veux dire, je suis pas considérée entre guillemets, même si moi, je fais particulièrement attention à ma santé parce que j'ai d'autres problèmes. Mais je sais que certaines personnes de mon entourage proche, effectivement. Alors, j'allais dire, bon, en même temps, peut-être que c'est un déclic et que peut-être ça va leur permettre, au contraire, de changer leur façon d'être et leur façon de vivre. Moi, j'ai mon ex-mari, par exemple, qui, en peu de temps, avait pris énormément de kilos, et lui, c'était pas les médicaments, hein, c'était l'alcool, la nourriture, enfin bon, bref, et qui, là, ne pouvant plus faire énormément, j'allais dire, de tourner dans les bas, des choses comme ça, s'est tourné vers la randonnée. Donc, il y a des aspects un petit peu, j'allais dire, bénéfiques par rapport, des fois, au confinement, effectivement. Mais par contre, c'est vrai que j'ai d'autres personnes que je connais qui sont obèses, mais alors là, vraiment obèses, hein, c'est pas un surpoids, une obésité morbide, qui ont pas de pathologie particulière, qui ont des prises de sang qui sont à peu près normales, et qui sont terrorisés par ce qu'ils voient au niveau de la corrélation entre effectivement l'obésité et le Covid. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de corrélation, hein, je ne dirais jamais ça. Mais je pense pas non plus que ça soit systématique. Voilà. Maintenant, peut-être que je me trompe. Alors, heureusement, c'est pas systématique, bien sûr. C'est corrélé, mais c'est pas systématique. Oui, si je peux me permettre d'intervenir un petit peu là-dessus, objectivement, il est vrai que l'obésité est un facteur de risque de formes graves de Covid. Ça c'est une certitude. Ça a été bien démontré par les études. Une des premières, il y a un an, a été publiée par l'équipe de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, de Tchernikov, qui a très bien montré que l'obésité, en gros, double le risque de formes graves de Covid-19, le risque d'hospitalisation, le risque de séjour en réanimation et de ventilation mécanique, et le risque de mortalité. Donc, oui, il y a une augmentation importante du risque de formes graves de Covid-19 chez les personnes obèses, c'est un fait. Maintenant, bien entendu, il ne faut pas les stigmatiser. Et il est vrai aussi, ça je le constate aussi, que beaucoup de personnes, avec la fermeture des salles de sport, des piscines, ont des gros problèmes pour trouver des solutions pour avoir une activité physique satisfaisante depuis un an. Et ça, c'est un réel problème, oui, bien sûr. Voilà. À ce sujet-là, juste alors, un petit... effectivement,
Moi, alors, j'ai acheté, c'est tout bête, un tapis de course. Alors, dans ma tête, un tapis de course, pour moi, c'était un appareil qui était dans une salle de sport, donc un appareil extrêmement cher, extrêmement onéreux, etc. Et donc, j'ai cherché. Bon, je cours pas dessus, hein. J'en suis pas à courir, hein. J'en suis à marcher. Déjà, c'est bien. Je marche. Les jours où je sors pas. Bon, on peut trouver aux alentours, alors je dis bien, hein, en promotion sur divers sites, hein, je les citerai pas, aux alentours de 150 €. C'est une somme, on est bien d'accord, mais on peut trouver des appareils qui vous permettent de maintenir. Bon, alors maintenant, il faut faire attention parce qu'effectivement, moi au début, j'y suis allée un petit peu trop vite et je me suis retrouvée avec des douleurs importantes. Donc aux alentours de 150 €, un appareil qui vous permet de pas de faire de la course, hein, pas de faire de l'athlétisme, mais qui vous permet de entre 2-3 jours, vous n'allez pas sortir, de maintenir un semblant d'activité pour pas avoir des courbatures quand vous ressortez au bout de 3 jours. Voilà. Donc moi j'ai pris ça. Voilà, je le dis comme ça à qui veut bien l'entendre. Mais c'est vrai qu'il faut le gérer de façon honnête. Faut pas se dire ah ben voilà, moi je suis de courir pour 20 km ou même moi honnêtement pour l'instant je n'ai même pas couru dessus. Hein. J'en suis encore à la marche. Voilà. Mais voilà. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces interventions, Corinne, qui ont permis de mettre en relief, je pense, beaucoup d'aspects de l'obésité, entre autres tout le côté psychologique que Dr Jean parlait un peu plus tôt. On pourrait peut-être laisser la parole maintenant à Madame Di. Je ne sais pas si vous aviez une question, une intervention à dire. Bonjour tout le monde. Bonjour Pape. Bonjour Dr Prey, Jean, Cathy, Corinne. Bonjour. Donc, je voulais juste avoir une petite intervention. Je pense que ce que Corinne disait là, c'est très, très vrai. C'est très facile de prendre du poids, surtout avec confinement qu'on fait là avec COVID. Moi, j'ai une petite intervention que je fais avec mes patients. Je pratique aux États-Unis. Donc, quand elles viennent, ce que je leur recommande, parce que quand on étudie la médecine, on n'étudie pas la nutrition. Donc, majorité des docteurs vont te donner un médicament, comme Pape avait mentionné, il y a des médicaments qu'on peut donner, les médicaments de diabète comme Metformin qu'on peut donner, et puis il y a aussi les injections comme Trulicity, je ne sais pas comment on l'appelle au Canada, mais pour nous ici c'est Trulicity, Ozempic. Ces injections-là, je pense que Pape les connaît, on donne aux diabétiques, mais ce GLP antagoniste, ça permet de te faire perdre du poids. Même Topamax pour les seizures can also help, right? Mais quelque chose que une prévention que je fais avec mes patients, et ça marche quand elles font ça, honnêtement, c'est de leur dire, quand tu vas au supermarché pour acheter la nourriture, il faut éviter d'acheter les nourritures qui sont you have to buy something that is healthy. Il faut acheter les choses qui sont healthy. Ce que j'ai remarqué avec elles, c'est que quand la nourriture est available dans la maison, donc elles ont tendance à avoir accès à la nourriture. C'est très facile d'avoir accès à cette nourriture. Et en général, elles mangent la nuit. Donc, elles ne vont pas sortir la nuit pour aller chercher cette nourriture. La majeure partie d'elles ne vont pas faire ça. Peut-être certaines vont parce que, you have the drive-thru and everything. Mais la majorité, c'est dans la maison déjà. Donc, si tu as quelque chose qui est healthy dans la maison, donc quand tu as faim, tu vas prendre ça. Si tu n'as pas de Coke dans la maison, quand tu as soif, peut-être tu vas prendre de l'eau. Si tu as des nuts et que tu n'as pas les cookies, peut-être tu vas prendre les nuts. Si tu as des fruits, vegetables, tu n'as pas les cookies, peut-être c'est ça que tu vas prendre. Tu vas prendre ce qui est available to you. C'est pas facile, mais quand je leur dis ça, ils implémentent ça. Des fois, on voit des résultats positifs avec ça. Je voulais juste
contribuer avec ça. Mais merci beaucoup pour cette intervention. En effet, il y a les médicaments, mais comme on le précisait tout à l'heure, c'est plutôt la deuxième ligne, si on veut, de traitement. On favorise en tout temps le changement au niveau des habitudes de vie, l'éducation, la psychothérapie. D'ailleurs, par rapport au traitement de l'obésité, on a parlé de chirurgie bariatrique, mais il y a un sujet auquel on n'a pas tant rentré en détail. Peut-être, Dr Jean, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des résultats de la chirurgie bariatrique, les résultats positifs que ça a autant au niveau de l'obésité que des autres comorbidités, et puis aussi les risques peut-être associés rapidement de la chirurgie bariatrique? Oui, très, très volontiers. Alors, en ce qui concerne la chirurgie, les résultats, effectivement, sont globalement très satisfaisants. Bien sûr, il y a des risques opératoires, ça existe, il faut en être conscient. Mais je veux dire que, comme toujours, il faut, comme pour beaucoup de choses dans la vie, il faut mettre en balance les avantages et les inconvénients. Globalement, pour une personne qui est en situation d'obésité morbide, les avantages de la chirurgie bariatrique excèdent très très largement les inconvénients et les risques. Les résultats globalement sont excellents, non seulement sur la perte de poids, mais sur le contrôle des comorbidités. On parlait tout à l'heure de diabète, on parlait tout à l'heure d'obésité, de diabète, d'hypertension, enfin, et de tous les problèmes cardiovasculaires. On parlait également d'apnée du sommeil. Globalement, la chirurgie bariatrique améliore toutes ces comorbidités, particulièrement le diabète. C'est sans doute là où on a les résultats les plus spectaculaires, on va dire, parce que la chirurgie n'a pas qu'un effet sur la perte de poids. Le bypass, par exemple, a un effet direct sur le métabolisme du glucose, donc sur le contrôle du diabète, indépendamment même de la perte de poids. Donc on voit parfois des personnes qui ont un diabète extrêmement sévère, déjà un diabète de type 2, mais déjà sous insuline ou sous de multiples traitements, et qui quasiment du jour au lendemain après la chirurgie sont guéris de leur diabète. Ou en tout cas sont en rémission pour de longues années. On a également une diminution des risques de cancer, par exemple. Et donc, au total, on a un effet global à la fois sur la durée de vie, puisque l'espérance de vie des personnes opérées est statistiquement très nettement améliorée, mais surtout sur la qualité de vie qui est considérablement améliorée. Mais merci beaucoup, Dr Jean, pour toutes ces informations toutes pertinentes. Je pense qu'aujourd'hui, on a été en mesure de rencontrer nos objectifs pour ce qui était de l'obésité. En gros, on retient que l'obésité est une maladie chronique, devrait être considérée comme toute autre maladie, autant l'hypertension, le diabète. C'est une maladie qui a une forte prévalence, qui touche beaucoup de gens. Au cours des dernières années, la prévalence du diabète ne fait qu'augmenter. Raison pour laquelle je pense que comme professionnel, c'est important de faire beaucoup de dépistage, d'agir précocement. Puis, quand on parle d'agir précocement, je pense que c'est dès le début, dès la naissance. On parle déjà de l'allaitement qui a un impact sur le microbiote et qui peut par la suite engendrer des problèmes d'obésité. Donc, je pense que la prévention doit commencer très tôt, la prévention primaire. On a parlé un peu des complications. Donc, l'obésité peut avoir plusieurs complications, autant
sur le cœur, augmenter le risque de faire des infarctus, de l'hypertension, de faire des AVC, des complications également sur le système gastro-intestinal, donc le foie gras. On sait que c'est en augmentation au cours des dernières années, l'infertilité et bien plus encore. Donc, je pense que c'est un problème de santé auquel il faut s'attarder agressivement et tôt. La prise en charge, bon, on en a discuté. Je pense qu'il faut mettre de l'emphase sur le changement des habitudes de vie de façon progressive et selon les besoins de chaque individu, évidemment. L'activité physique également. Les médicaments sont réservés dans certains cas, pas toujours et pas nécessairement en première ligne. Puis, évidemment, la place de la chirurgie bariatrique selon les indications précisées tout à l'heure. Ça a été un grand plaisir là, d'être là aujourd'hui avec vous. Puis, on a bien hâte de vous retrouver pour une autre capsule qu'on annoncera prochainement. Donc, merci à chacun de vous.